Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière un peu plus chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? J'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve très important dans la vie des femmes et qui est aussi pas mal lourd d'injonctions, qui est la vulnérabilité. Parce qu'on ne sait jamais trop comment se positionner par rapport à ça. On nous dit qu'il faut être forte, mais on nous dit aussi qu'il faut oser être vulnérable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quand est-ce qu'on le fait ? Comment on le fait ? Et pourquoi est-ce que c'est si dur d'être vulnérable aujourd'hui pour une femme ? Donc j'avais envie d'aborder un peu tout ça dans cet épisode. J'avais envie de vous parler de ces masques que l'on met au quotidien, de cette armure épaisse dans laquelle on s'enroule en franchissant le pas de notre porte ou lors d'interactions avec certaines personnes, de toutes ces couches de protection derrière lesquelles on se cache. Et parmi donc ces précieux trésors que l'on cache, trésors que l'on confond bien souvent avec des fardeaux d'ailleurs, il y a cette fameuse vulnérabilité. Et comme vous le savez, j'aime bien vous raconter des anecdotes personnelles pour un peu mettre en perspective ensuite le sujet. Donc là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a bientôt 3 ans. Donc si vous avez un peu écouté les précédents épisodes, vous pouvez situer un petit peu la chronologie. J'étais entre une formation professionnelle de danse épuisante et dans l'accompagnement de ma maman qui était très malade. Et je parcourais 500 km quasiment tous les week-ends pour la retrouver. En fait, j'étais un peu en train de tenir toute ma vie à bras-le-corps en mode warrior. J'encaissais tout comme une vraie boxeuse de compétition sur le ring, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et à cette époque, donc on était plusieurs autour de ma mère, c'est-à-dire qu'on était plusieurs à être dans cette même maison, à nous occuper d'elle, etc. Et donc ce qui veut dire plusieurs personnes dans une même maison, dans un contexte aussi difficile, il y a parfois des conflits. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un matin, il y a eu un conflit dans lequel j'étais indirectement impliquée. Et ce conflit, vous savez, il était finalement assez dérisoire par rapport à ce qui se vivait. Mais ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder mon vase ce jour-là. Et donc je me souviens, c'était un mois de décembre, donc un matin, un petit matin, en plein hiver. Je me suis retrouvée donc dans la cuisine. J'étais avec 3 autres femmes, donc des proches, avec qui donc on discutait de ce conflit. Elles n'étaient pas concernées par ce conflit en question, mais on en parlait. Et donc je me suis mise à pleurer au milieu de cette cuisine. Et ces 3 femmes sont restées là, immobiles, à me regarder pleurer. Dans un mélange de gêne, d'inconfort, de perplexité. Et ce moment en apparence simple, pour moi, il a été hyper douloureux. Il y avait ma mère dans une pièce à côté qui était dans les dernières semaines de sa vie. Pour la première fois, je pleurais devant ces femmes-là parce que j'étais submergée. Et je n'avais qu'un besoin à ce moment-là, c'était celui d'être contenue, réconfortée, prise dans les bras. J'avais besoin de recevoir de la douceur, de la tendresse, de la compréhension, d'avoir des mots rassurant, réconfortant. Et j'ai rien eu de tout ça. Et ce qui a fait la souffrance de ce moment-là, c'était que ce n'était pas le premier et qu'il se faisait juste l'écho de toutes ces fois où je m'ouvrais et où j'ai pu exprimer ma vulnérabilité et où en face, ce n'était pas accueilli comme j'en avais besoin. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que le but n'est pas du tout de victimiser ou quoi que ce soit. Je vous raconte ça parce que je trouve que cette anecdote est très révélatrice sur 3 points. Accrochez-vous. Le premier point,
c'est que cette anecdote illustre très bien ce sentiment d'abandon que l'on ressent lorsque les personnes en face de nous ne répondent pas à nos attentes concernant un besoin que l'on a. On est vu, mais on n'est pas rejointe. On est entendu, mais on n'est pas accueilli. On a besoin de bras et on rencontre du vide. Et souvent, ces personnes nous abandonnent parfois contre leur gré, parce que elles manquent d'intelligence émotionnelle et d'empathie, et ne comprennent pas le besoin qui sous-tend notre comportement, ou B, elles y répondent, mais c'est pas ce qu'on attendait, parce qu'il y a eu un manque de communication sur nos attentes, ou C, elles ne sont pas en mesure de répondre à nos attentes par manque de disponibilité, que ce soit physique, émotionnelle, etc. Et ça peut être un mélange de ces trois choses-là. Et généralement, ce qui va se passer lorsqu'on se sent abandonné dans une telle situation, ce qui se passe inconsciemment, c'est qu'on va s'abandonner soi-même la prochaine fois. La prochaine fois que l'on sentira poindre une émotion ou une vulnérabilité, on va la refouler pour ne pas avoir à revivre cet abandon de l'autre. Et du coup, on va se laisser tomber nous-mêmes dans notre besoin à nous exprimer et à trouver une source de réconfort. On va avorter dans l'œuf notre possibilité de trouver une source de réconfort, que ce soit chez les autres ou en nous-mêmes, en refoulant cette émotion. Et donc en faisant ça, on s'abandonne aussi soi-même. Et alors, hop, on installe le masque, l'armure ou la couche de protection, comme vous préférez l'appeler. Et c'est souvent comme ça que ça démarre. Ensuite, le deuxième point que cette anecdote révèle, c'est que cette situation va créer ou renforcer la croyance que je suis seule, je ne suis pas comprise, les autres ne sont jamais là pour moi. Cette croyance de je ne peux pas demander de l'aide. Et donc, la prochaine fois que l'on aura besoin d'être entendu, contenu, réconforté, comme on aura mis notre armure pour éviter de répéter la douleur de l'abandon de l'autre fois, l'autre ne sera même pas en mesure de voir que l'on a besoin d'aide et que l'on est en détresse. Du coup, il ne fera rien pour nous aider. Et ce qui va renforcer notre croyance de « je suis seule, les autres ne sont jamais là pour moi », etc., etc. Vous comprenez le cercle vicieux. Et enfin, troisième point, ce qui se passe au-delà de ce sentiment d'abandon, ce qui se joue à un autre niveau, c'est le sentiment de culpabilité et le sentiment de honte. En nous étant montrés vulnérables et en n'ayant pas eu en retour le soutien que l'on espérait, on va se sentir coupable de nos émotions et de nos ressentis, puisqu'en face, ils n'ont pas été validés. Et on a honte aussi, parce que ce manque de soutien en face, de compréhension et de validation, va induire ce discours qui est très présent dans l'inconscient collectif. Ce discours de « arrête de pleurer, être vulnérable, c'est être faible, tu es en train d'avoir un accès de faiblesse, reprends-toi, etc., etc. » Et s'il y a bien des sentiments hyper douloureux pour nous, pour les êtres humains, ce sont ces deux sentiments de honte et de culpabilité. Alors croyez-moi, la prochaine fois, on va la sortir rapidement à l'armure, avant d'avoir à exposer à nouveau notre vulnérabilité. Comment est-ce qu'on fait pour accepter notre vulnérabilité, l'exprimer et recevoir ce dont on a besoin? Cette question, elle est très vaste. Elle peut être le chemin d'une vie, ou tout du moins d'un accompagnement. Et j'ai envie aujourd'hui d'aborder 2 clés, sous l'angle de la responsabilité. Parlons de la première clé. Je pense que selon les contextes et selon les personnes que l'on a en face de nous, on est en mesure d'avoir des attentes. Je crois qu'avec nos proches, on peut s'attendre à ce qu'ils identifient nos besoins, les comprennent et y répondent lorsque c'est possible pour eux. Mais on peut avoir ces attentes parce que je suppose ici que ces proches en question nous connaissent, parce qu'il y a déjà eu des échanges auparavant sur nos besoins, ce qui nous fait du bien et ce qui nous met en sécurité. Et d'ailleurs, je vous pose cette question, est-ce que ces personnes que vous nommez proches connaissent vos besoins et savent comment y répondre? Bonne question, n'est-ce pas? Et peut-être que ces personnes-là, finalement, elles se comptent à peine sur les doigts d'une main. Bref, pour en revenir à mon idée initiale, je crois qu'avec ces personnes très proches, donc qui nous connaissent, il est normal d'avoir des attentes,
dans ce cas où on va exprimer une vulnérabilité et où on a besoin qu'elle soit prise en compte. Pourtant, avec la plupart des autres personnes, vos attentes, elles sont invisibles. Et sur ce sujet, je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent livre de Anela Lebic qui en parle. Donc ce livre s'appelle Choisir sa réalité, je vais vous laisser le lien dans ma description. Donc ces attentes invisibles. Et donc c'est ici maintenant que je vous invite à récupérer votre responsabilité. Bien entendu que ça peut paraître évident, que l'on peut se dire que c'est du niveau 1 d'empathie et d'intelligence émotionnelle de réconforter quelqu'un qui pleure devant soi. Mais on peut toujours se demander quand même, est-ce que dans ce moment-là, j'ai exprimé mes attentes aux personnes en face de moi? Faire votre part, prendre votre responsabilité dans cette situation serait par exemple de dire « J'ai besoin que tu fasses ça. Là, j'aimerais que tu me prennes dans tes bras. » Ou « Là, j'ai besoin de douceur et de compréhension. » Ici, c'est exprimer ses attentes, dire à l'autre comment il peut répondre à notre besoin pour qu'il puisse le faire. Et ça évite ce sentiment d'abandon dont je parlais tout à l'heure. Ça évite la douleur de se croire seul, la douleur de la honte et de la culpabilité. On va pouvoir reprendre du pouvoir à cet endroit-là, parce qu'on redevient actrice de notre bien-être et de nos besoins. Et on ne s'abandonne pas. Parce qu'en faisant ça, finalement, peu importe la réaction de l'autre en face. En faisant ça, en exprimant notre besoin, on valide notre ressenti. On le fait exister. Et on lui donne le droit d'être reconnu en face et d'être appréhendé. Et ça, c'est vraiment une clé que j'ai comprise grâce à mon compagnon. J'ai pu l'expérimenter et l'intégrer avec lui. Et croyez-moi, cette clé, elle transforme complètement la manière dont vous appréhendez vos relations et vos espaces de vulnérabilité. La deuxième clé, donc maintenant que j'ai abordé votre part à vous dans ce genre de situation, il est nécessaire également de rendre à l'autre sa part de responsabilité. On est dans un 50-50. Si quelqu'un n'est pas en mesure d'accueillir votre vulnérabilité et vos émotions de manière générale, ce n'est pas votre responsabilité. Quelqu'un qui est inconfortable, gêné lorsque vous exprimez votre vulnérabilité et qui va réagir par de la fuite, par de l'immobilité, par du rire ou quoi que ce soit qui ne vous accueille pas véritablement, ça n'a aucun rapport avec vous. Ça révèle uniquement qu'il n'est pas en mesure d'accueillir votre vulnérabilité parce que lui n'est pas en mesure d'accueillir la sienne. Je répète, quelqu'un qui est impuissant face à une émotion que vous exprimez est lui-même impuissant face à cette émotion qui émerge chez lui. Et généralement, c'est cette même personne qui va dire des phrases du genre « Ça va passer, arrête de pleurer, reste forte, c'est rien ça, regarde-moi, je flanche pas ». C'est cette même personne que vous allez rarement voir exprimer sa vulnérabilité ou l'assumer jusqu'au bout, parce que cette même personne se sent impuissante pour elle-même dans ce sentiment, et donc impuissante pour vous. Et généralement, lorsque vous intégrez cette clé-là, la culpabilité et la honte de vous exprimer disparaît. Parce que la manière dont c'est accueilli n'est plus de votre ressort et ne parle plus de vous. Et au final, une fois que ces deux puissantes idées sont intégrées, je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est choisir nos espaces. Choisir ces espaces où l'on va pouvoir exprimer notre vulnérabilité parce que l'on se sent en sécurité. Et où l'on va pouvoir être accueilli dans notre vulnérabilité parce que l'on sait ou l'on sent que les personnes en face de nous seront en capacité de le faire. Choisir ces espaces où l'on se sent en sécurité et d'enlever quelques masques, de déposer l'armure, de retirer quelques couches de protection. Et choisir et trouver ces espaces, c'est fondamental pour ne pas exploser sous notre armure, ou confondre notre identité et notre corps avec tous ces masques et ces couches de protection sous lesquelles ils sont cachés. Et personnellement, c'est ce besoin-là d'enlever l'armure de temps en temps qui m'a poussée dans le passé à aller chercher auprès d'inconnus, dans des cercles de femmes, des thérapeutes, des accompagnantes, parce que cet espace-là manquait dans mon environnement personnel. C'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça a résonné pour vous, quelles sont les sensations, les émotions, les pensées
qui ont pu émerger pendant que vous m'écoutiez. Peut-être que vous avez eu aussi des souvenirs de situations précises où vous êtes reconnu dans ce que j'exprimais. Je suis vraiment impatiente de vous lire, alors prenez ce droit de m'écrire. Vous avez tous mes liens dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.